Il y a le secteur industriel. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire en fait, au niveau de l'industrie. Donc, et l'État est en train de faire beaucoup de choses pour développer l'industrie. En termes de services aussi, je pense qu'on arrive à un stade où il faut en fait monter en gamme, surtout en ce qui concerne le tourisme. Donc sur ça, sur le haut de gamme et tout, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités à saisir. Après, il y a l'immobilier. Bah, c'est un secteur qui fonctionne très 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 bien en ce moment. C'est quoi les taxes et les impôts pour une société marocaine? Il y a déjà en premier lieu l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un impôt en fait qui frappe les bénéfices de la société. Il y a la TVA, sauf que la TVA c'est un impôt neutre en fait pour la société. Il y a la taxe professionnelle, c'est une taxe locale, dont l'entreprise elle est exonérée pendant les 5 premières années actuellement, en tout cas jusqu'à maintenant. Et les autres taxes locales. Je pense que le Maroc elle est dans une phase très dynamique. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se construisent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Donc l'économie qui décolle. Donc je pense qu'il y a des opportunités à saisir. On va refaire une masterclass le 25 et le 26 janvier à Marrakech. Et justement, tous les deux, on va faire une conférence sur les erreurs Sur ce les plus sujet, mais courantes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. On peut peut-être les teaser un petit peu sur les erreurs les plus fréquentes qu'on a vues. Et peut-être la première que je peux te lancer dessus, et qu'on a remarqué chez certains clients, c'est le fait de peut-être de garder encore une activité en France ou en Europe, de ne pas être à 100%, je dirais ne pas être à 1000% sur son nouveau projet. Ça, c'est une erreur fréquente. ça, c'est une erreur dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est compréhensible. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Abdou, qui est mon comptable. On se connaît depuis des années. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, parce qu'on avait fait une vidéo ensemble il y a quelques temps. Donc là, l'idée, c'est qu'on va un petit peu voir avec lui les questions que vous vous posez le plus souvent. Il va vous donner des éléments de réponse. Et après, il a déjà fait pas mal de rendez-vous avec certains d'entre vous, donc vous pouvez le voir en consultation ou l'appeler. Donc, Abdou, bienvenue sur Objectif Maroc et bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc, la chaîne YouTube aussi. Ouais, merci. Et je te remercie enfin, pour tout ce que tu fais, en fait, pour tous les efforts que tu fais pour promouvoir un petit peu la destination Maroc. Donc, je pense que c'est un travail colossal et je t'en remercie. Ouais. Là, on commence la quatrième année donc, d'Entreprendre et vivre au Maroc. Pourquoi cette interview est importante? Parce que bah, la place du comptable, elle est vraiment clé dans la création d'une société, dans le lancement d'un projet. On le voit, c'est souvent toi la première personne à qui il s'adresse. Tu peux nous redire à quel point ta place est importante quand on veut créer une société, quand on veut lancer un projet, ou même avant de faire quoi que ce soit. Enfin, ma place, pas à titre personnel, mais c'est à la place d'un comptable, en fait. Dans la vie d'une société, le comptable fait partie des partenaires clés d'une entreprise, soit avant la création, au cours de la création et après la création. Toi, tu as une grande expérience. Tu vas peut-être nous préciser depuis combien d'années tu accompagnes ces entrepreneurs, qu'ils soient marocains ou étrangers. Depuis 2015, je pense. Ouais. Fin 2014-2015. Et 10 ans d'entrepreneuriat au Maroc où tu les as accompagnés, c'est quoi les profils qui reviennent le plus souvent? En termes de profil, il y a du tout. Il y a enfin vraiment des profils hétérogènes. Mais les domaines qui reviennent assez souvent, c'est en rapport soit avec l'immobilier, le commerce, le tourisme et les travaux. Je pense que si on va faire en fait en termes de pourcentage, je pense ces domaines vont représenter à peu près 70 à 80%. On parle du Maroc de plus en plus comme une terre d'opportunités pour entreprendre, investir. Tu as vu cet attrait du Maroc augmenter ces 10 dernières années? Est-ce qu'il y a des changements visibles pour toi dans l'entrepreneuriat, l'investissement? Oui, certainement. En termes de changement, certainement, ils sont visibles, ils sont même palpables. On les voit. Et on les voit d'une année à une autre. Donc, je pense que la culture de l'entrepreneuriat est en train de faire vraiment après au Maroc, en fait. Parce qu'avant, c'était plus fonctionnariat, salariat. Donc là, il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers l'entrepreneuriat. D'ailleurs, la promotion de l'entrepreneuriat a commencé au Maroc un peu dans cette perspective, c'est-à-dire comme une solution en fait, pour lutter contre le chômage. Mais là, je pense que c'est une vocation. C'est devenu une vocation pour pas mal de jeunes. Pour toi, c'est plus facile d'entreprendre maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans? Oui,
sur pas mal d'aspects. Donc, les choses, elles ont beaucoup évolué. Là, il y a de l'information qui est disponible. Alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était vraiment très difficile d'avoir de l'information sur la création d'entreprise, sur le développement des projets, sur les partenaires en fait d'une entreprise. Donc là, l'État fait beaucoup d'efforts à ce niveau. Donc il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent dans ce domaine, qui accompagnent les entrepreneurs et promeuvent l'entrepreneuriat. Donc ça bouge bien pour ça. Ouais, ça bouge. Donc créer une société au Maroc, il y a aussi des défis, il y a des avantages, des inconvénients. Pourquoi est-ce qu'on choisirait le Maroc pour créer sa société? Je pense que le Maroc, il est dans une phase très dynamique. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui se construisent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Donc, l'économie qui décolle. Donc, je pense qu'il y a des opportunités à saisir enfin, pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, que ce soit marocains ou étrangers. Mais quelles opportunités? Dis-nous. Enfin, tout dépend des secteurs. Donc, par exemple, si je prends le cas du tourisme en ce moment, il est en train d'exploser. Donc, Tu sais, chaque mois, ils nous disent on a battu le record de nombre de touristes. Chaque mois, ouais, parce ça. que ça s'arrête pas en fait, ça monte, ça monte. Donc, l'objectif du Maroc, c'est d'atteindre les 26 millions de touristes d'ici 2030. Là, pour les statistiques de 2023, donc je pense qu'on est à 15 millions. Donc, il y a encore il y a une grande marge en fait de développement. Et si on va à cette vitesse, je pense qu'on atteindra l'objectif de 26 millions d'ici 2030. Donc, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau des services liés au tourisme, transport touristique, la restauration, en fait, tout ce qui est en rapport avec le domaine touristique, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Surtout qu'on a la Coupe du Monde qui arrive, qui va encore donner plus de visibilité au Maroc. Oui, c'est un moteur, en fait. C'est un déclencheur aussi, peut-être, de cette effervescence. Et la destination Marrakech se vend très très bien à l'étranger, quoi. Oui, elle est très, très marketée. Donc, elles se vont très, très bien à Marrakech. Je pense que la plupart ça a l'air de gens, en fait, à travers le monde, ils connaissent le Maroc à travers Marrakech. Je pense que c'est la ville la plus connue. Donc, naturellement, c'est elle qui attire le plus de touristes. Aussi, ce que je voyais dernièrement, ils ont réouvert la ligne Rio-Casa, Ouais. Toronto. Toronto-Marrakech. Bon, il y a eu des dégâts avec le Covid, mais ça reprend maintenant, hein. Ouais, ça a repris du plus belle. Donc, je pense que les choses ne peuvent qu'être prometteuses. On veut juste plus de vols sur Ouarzazate. C'est ça le. Pas, Sur pas toujours Ouarzazate, Marrakech, quoi. Ouais. ouais, je suis le premier à être intéressé. C'est par Ouarzazate et Rachidia. Donc, ouais, pourquoi pas. On veut des vols. Mhm. T'en as parlé un peu dans l'intro. C'est quoi, enfin, je te le redemande, les profils typiques d'investisseurs, d'entrepreneurs? Est-ce que c'est plus des MRE? Est-ce que c'est plus des étrangers? De toi, ce que tu vois? Ou plus un domaine qu'un autre? Je dirais pas enfin, peut-être de 50-50, je pense à peu près à part égale. Il y a beaucoup d'Émireux, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers. Soit des Français, des Belges, Espagnols. Ici à Marrakech. Ouais, et c'est à Marrakech, ouais. Et d'après toi, les secteurs les plus porteurs, les plus tendances pour entreprendre? Si on parle au niveau national, je pense il y a le secteur industriel. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire en fait, au niveau de l'industrie. Donc, et l'État est en train de faire beaucoup de choses pour développer l'industrie. En termes de services aussi, je pense qu'on arrive à un stade où il faut en fait monter en gamme, surtout en ce qui concerne le tourisme. Donc sur ça, sur le haut de gamme et tout, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités à saisir. Après, il y a l'immobilier. Bah, c'est un secteur qui fonctionne très 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 bien en ce moment. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent en fait dans ce domaine. Je veux créer une société au Maroc. Quel statut juridique je vais choisir? Et bah, comment choisir le bon statut pour ma société? En fait, par rapport au choix de statut juridique, en fait, il dépend du projet, son mode de financement, de la vision des porteurs du projet. Donc, en fait, c'est ça qui détermine le choix d'un statut au lieu d'un autre. Mais pour la majorité des entreprises au Maroc, sont soit SARL ou SARL associé unique.
et des personnes, enfin, des entreprises, personnes physiques, personnes physiques, entreprises individuelles. Donc, mais je pense à peu près 95%, c'est des SARL et SARL associés uniques. Alors qu'en France, il y a peut-être moins de SARL. Il y a d'autres statuts Ouais, plus en France, répandus, parce quoi. qu'il y a d'autres statuts. Il y a le statut, par exemple, le SAS associé unique. Donc, en France, en fait, parce que les régimes fiscaux changent, surtout en ce qui concerne le traitement fiscal, en fait, des revenus du dirigeant. Est-ce qu'on est salarié ou dirigeants sont salariés? Donc, en fait, en France, par contre, au Maroc, on n'est pas encore à ce niveau de sophistication enfin, qu'on observe en France. Donc ici, c'est le SARL associé unique le plus répandu. Ouais, et SARL, et sa variante est SARL associé unique. Ok. Entre les deux, est-ce qu'il y a une différence ou c'est juste le fait que tu peux le faire tout seul ou avec Ouais, un c'est ça, en associé? fait, c'est la seule différence, c'est que, ouais, enfin, SARL associé unique, c'est une variante des SARL. Donc, c'est les mêmes. La seule différence, c'est en termes de nombre d'associés. Donc, SARL associé unique, comme son nom le dit, c'est qu'on peut la créer, en fait, tout seul. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Et on a aussi le statut d'auto-entrepreneur au Maroc qui est réservé pour les Marocains ou les résidents. Dans quel cas est-ce qu'on va choisir le statut auto-entrepreneur plutôt qu'une SARL? Je pense le statut auto-entrepreneur, je pense pour moi c'est fait pour c'est-à-dire des activités complémentaires ou bien quand on veut tester un business, tester un projet. Enfin, elle offre une grande flexibilité, que ce soit fiscale, que ce soit même juridique. Donc, par contre, si on s'inscrit dans le développement, c'est-à-dire dans le développement du projet, c'est pas le bon statut à choisir. Magie du montage, j'ai pris la place d'Abdou pour vous annoncer une grande nouvelle. Donc, on va refaire une nouvelle masterclass le 25 et 26 janvier 2025 à Marrakech. Évidemment, Abdou, il sera présent comme la première année, mais cette fois-ci, on vous prépare une conférence, Abdou et moi, tous les deux, pour vous partager les erreurs les plus fréquentes qu'on a remarquées chez les entrepreneurs qui créent une nouvelle société ici au Maroc. Donc, on verra avec vous comment éviter tous ces pièges des entrepreneurs et on vous donnera nos meilleurs conseils pour réussir votre projet au Maroc. La première masterclass avait été un grand succès, donc ici on veut que ce soit la même chose pour cette deuxième édition et on vous retrouve donc les 25 et 26 janvier à Marrakech. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, il restera des places, donc allez checker le lien dans la description pour réserver votre place dès maintenant. Il y a des petites limitations aussi. Exemple, si moi je Exactement. Ouais, travaille avec un auto-entrepreneur, je peux pas dépasser un certain montant. Je sais pas si tu le connais. ouais, ouais, en fait, parce qu'il y a des limitations en termes de chiffre d'affaires en fait, réalisé. Donc, si on est dans les services, c'est 200 000 dirhams, à peu près 20 000 euros. Si on est dans le commerce ou l'industrie, c'est 500 000 dirhams, à peu près 50 000 euros. Après, si en tant qu'entrepreneur, par exemple, si je travaille avec un client, exclusivement un client, une fois je dépasse un chiffre d'affaires de 80 000 dirhams par an avec un même client, le client a l'obligation de me faire une retenue à la source de 30%. Donc ouais, le statut devient plus, enfin, fiscalement parlant, n'est plus intéressant. J'ai souvent cette question. Je veux créer une société au Maroc. Est-ce que je dois être résident ou pas? Est-ce que je peux le faire avec mon passeport? Oui, effectivement, ouais, certainement. Donc pour la création de la société, l'obligation d'être résident n'est pas requise. Je peux la créer avec mon passeport Ouais, tu peux la en créer avec ton. étant 100% étranger, Ouais, sans vivre au Maroc. ouais, c'est possible. Combien de temps est-ce que ça va prendre de créer une société avec l'option je passe par un comptable ou un expert comptable? Ouais, si on passe par le circuit traditionnel, c'est-à-dire le service des impôts, tribunal, service des impôts, CNSS, donc je pense qu'il faut compter à peu près 3 semaines. C'est en fonction des rendez-vous en fait au niveau du tribunal de commerce, enfin du tribunal. Avec enfin, la plateforme digitale de création d'entreprise, normalement les choses doivent changer, mais elle n'est pas encore assez généralisée. Donc actuellement, je pense qu'il faut compter jusqu'à 3 4 semaines. On pourrait dire un mois, environ un mois Ouais. pour être Mm. large. Tu peux nous détailler un petit peu plus les étapes pour créer une société? Ça, la première étape, c'est la réservation d'un nom. C'est-à-dire, on fait une demande auprès de l'OMPIC pour avoir un certificat négatif pour réserver le nom de la future société. Donc on l'a vu, on peut proposer trois noms, c'est ça? On propose trois noms qu'on veut, enfin le nom qu'on Par veut ordre pour de sa société. préférence, en Ouais, fait. par ordre de Ouais. préférence. Et si le premier n'est pas disponible, on passe au deuxième et puis au troisième.
Ouais, Et exactement. ça nous est arrivé que, Que les trois soient pris, qu'on doit le refaire, ouais. dans ce cas, la demande est rejetée, on refait une demande en fait après rejet, sans payer cette fois. Donc on a 15 jours en fait pour faire une nouvelle demande. C'est-à-dire on propose trois autres. C'est pas une obligation en fait de proposer trois noms, mais c'est juste en fait pour éviter de passer beaucoup de temps dans cette procédure. Ouais, parce que si on propose que un et qu'il n'est pas accepté, il faut Il refaire faut et, refaire, oui. ouais. Et peut-être on peut faire une recherche avant dans les sociétés Ouais, marocaines. il y a maintenant les bases de données de l'ANPIC, donc ça permet en fait déjà de faire une première recherche et éliminer les choix enfin, qui existent. Est-ce que tu as des conseils par rapport au nom, des bonnes pratiques? Pour le choix d'un nom de société, je pense qu'il faut toujours aller sur quelque chose qui a du sens, facile à retenir, facile à écrire aussi. Ne Et faites pas de jeu de mots dans vos noms de société. le nom de la société, enfin, le premier élément sur lequel communique la société. Donc quand on a un nom qui a du sens, qui est facile à retenir, donc déjà en termes de communication, ça nous fait gagner du temps. Tu sais, je vois le nom de société un peu comme l'adresse d'un site internet. Imagine, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, tu vas lui donner le nom de ton site. Donc moi, par exemple, je peux dire c'est entreprendremaroc.com. Il va le retenir. C'est pas un truc compliqué avec des Ouais, tirets, avec des trois quatre lettres qui se touchent. ouais Faut penser à ça, quoi. parce qu'en fait, entreprendre et vivre au Maroc, ça porte un sens. C'est pratiquement une phrase, donc ça a du sens. Donc quand quelqu'un l'entend, il le retient. Parfois, on cherche à aller dans des créations comme ça qui n'ont pas un peu complexes, mais on ne pense pas, soit aux prospects, soit enfin, aux clients, que eux auront du mal, par exemple, à retenir son nom, ou bien à lui trouver du sens. Donc, il faut toujours expliquer derrière. Par contre, on peut appeler sa société Tabouret Rouge SARL et son nom public, ce sera autre chose. Il y a cette option aussi. Ouais, il y a le nom de la société, après il y a le nom de marque, il y a l'enseigne. On peut avoir les trois. C'est-à-dire, on enregistre la société, par la suite, on lui prend une enseigne et peut-être aussi un nom de marque. Moi, je trouve pour rester cohérent, c'est mieux d'avoir le même nom sur les trois, non? Il y a des sociétés, par exemple, qui travaillent dans plusieurs secteurs. Donc, elles passent par des enseignes ou des noms de marque. Par contre, si on a une société, par exemple, qui travaille dans un seul secteur d'activité, oui, ça fait gagner du temps. Il faut toujours en fait réfléchir et penser en termes de communication pour communiquer sur l'entreprise et son produit. Et désolé, je t'ai interrompu, donc tu commençais par le nom, le choix du nom dans les étapes. Ça, c'est la première chose. Ouais, Je te laisse sur la suite. il y a le choix du nom parce que enfin, on aura besoin pour les étapes suivantes. Sur la base du nom, donc on réserve soit un contrat de bail ou une domiciliation, un contrat de domiciliation, un PV de constitution de la société, les statuts, la rédaction des statuts, l'enregistrement, donc on enregistre les statuts, le PV et le contrat de domiciliation. Par la suite, enfin, après quoi, on fait une demande d'enregistrement à la taxe professionnelle, donc ce qu'on appelle en fait anciennement la patente. Une fois on a la patente, on passe au tribunal pour enfin, l'immatriculation au registre de commerce. Une fois on a le registre de commerce, on revient au service des impôts pour l'identifiant fiscal. Ensuite, on procède à la publication en fait, dans le bulletin officiel et dans un journal, un quotidien normal. Donc une fois on a fait toutes ces étapes, on aura notre société écrite. Par la suite, enfin, il y a d'autres étapes, c'est l'affiliation à la CNSS et les inscriptions, l'adhésion sur les plateformes des impôts simples et à la plateforme de la CNSS qui est dans mon compte. C'est quoi la CNSS pour ceux qui ne savent pas? Et c'est la Caisse nationale de la sécurité sociale, en fait. Donc, c'est là où on immatricule la société et les salariés, en fait, qui travaillent pour la société. Et là, on paye les charges sociales. Même si j'ai pas de salarié, toi, tu vas faire l'ouverture à la Ouais, CNSS. ouais. On fait le virtuel. Les déclarations elles sont déclarées en ayant si on n'a pas de salarié et si on n'est pas soi-même salarié de son entreprise. J'imagine que tu connais toutes ces étapes par cœur à présent. Ouais, Est-ce bah, c'est un peu que, machinal maintenant. oui, est-ce que c'est courant que des personnes veulent le faire eux-mêmes? Ou est-ce que la pratique, c'est je passe par un comptable, un expert comptable? La plupart de personnes passent par un comptable, un expert comptable, ou même par un notaire. Mais il y a toujours la possibilité de le faire soi-même.
Sauf que pour l'enregistrement, il faut toujours passer par quelqu'un qui est habilité en fait à faire l'enregistrement sur la plateforme des impôts. Donc, à l'enregistrement, on sera obligé de passer par soit un comptable, un expert comptable, un notaire, un avocat, quelqu'un qui a l'habilité d'enregistrer les actes. On va parler d'argent maintenant. Tu dois pas forcément dire tes prix à toi, mais combien ça coûte globalement de créer une société au Maroc et tous les frais annexes qu'il y a autour de ça. Ouais. Sur une SARL par exemple. Une SARL, c'est-à-dire en ce qui concerne le capital, est-ce que les apports sont des apports en numéraire, c'est-à-dire on apporte de l'argent, ou bien on apporte soit de l'équipement, c'est-à-dire on fait un apport en nature. Donc si on fait un apport en nature à la société, donc faire un rapport d'évaluation des équipements ou des biens en fait, qui vont être apportés à la société. On veut des chiffres, hein, tout. Ouais. Un apport en numéraire, c'est aux alentours de 5 000, 6 000, 7 000. Ça dépend aussi de la domiciliation. Si par exemple la domiciliation est incluse. Donc c'est à peu près, on fait ça. 5 000, 7 000 dirhams. 5 000, 7 000, même un peu plus pour certains. Ok. On pourrait dire environ 10 000 pour être large ou... C'est large, ouais. Ouais. Par exemple, nous, ce qu'on propose toujours, c'était de faire un prix avec les 4 premiers trimestres. C'est aussi une possibilité Ouais. de Pas gestion faire comptable. des packs ou des forfaits en fait sur l'année, par exemple, création de société avec une année comptable. La déclaration des quatre trimestres, premier trimestre, peut-être aussi pas, on y ajoute le bilan, ça dépend en fait. Et sinon, je peux choisir de payer chaque trimestre auprès de mon Ouais. comptable. La pratique courante, c'est quoi finalement? La pratique courante, c'est à l'échéance. C'est-à-dire quand on fait par exemple les déclarations trimestrielles, les paiements sont au trimestre. Après, pour ce qui est les travaux de fin d'année, c'est-à-dire et inclut le bilan et le PV et tout. Pour certains, il y a ceux qui font des forfaits pour toutes ces choses. Il y a ceux qui travaillent aussi par tâche. Chaque déclaration, par exemple, a son prix. Si on fait des déclarations mensuelles, les paiements aussi, c'est la même chose. Soit c'est au mois, c'est à la déclaration. Et pour la fin d'année, soit on déclare à la tâche, soit on déclare, par exemple, on prend le montant global de l'année, on le répartit sur les échéances, soit 12 mois, soit 4 trimestres. Imagine, j'ai une société avec une dizaine d'employés, euh, une année comptable, la création, le suivi comptable, le paiement des salaires, le bilan et tout ça. C'est environ quel chiffre? Ce qu'on fait dans Entreprendre et vivre au Maroc, c'est à peu près 14 000 euros. 14 000 dirhams. 14 000 dirhams. Pardon. 1500 euros, 1400 euros à peu près, y compris les déclarations de la CNSS, la déclaration des salaires pour 5 salariés. C'est comme ça vous donne une idée Mm. du coût. Et ça va, c'est pas trop. Non, c'est un peu c'est-à-dire, je pense, c'est basique. Après, ce qui détermine aussi les forfaits, en fait, c'est l'activité de l'entreprise et le chiffre d'affaires réalisé à l'année. Donc, et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, j'ai une première question là de Valérie, qui est une membre d'Objectif Maroc. Elle se demandait, est-ce que je vais pouvoir exercer ma profession depuis son habitation au Maroc? Depuis son habitation au Maroc. Donc, est-ce qu'elle peut faire son contrat de bail de sa société où elle vit? La question, c'est-à-dire là où il habite, c'est-à-dire, est-ce que c'est elle la propriétaire de, par exemple, l'appartement et tout? Elle veut louer. Donc, normalement, il faut voir avec le propriétaire. Parce que si le propriétaire lui a fait un bail civil, enfin, sur la base d'un bail civil, on ne peut pas produire un RC pour la société. Enfin, on ne peut pas immatriculer la société au registre de commerce. Mais si le propriétaire lui a fait un bail commercial, Donc, elle peut demander de faire un bail commercial commercial, ouais. pour sa société. Mm. C'est peut-être même ça à voir au début du bail, quoi, hein. Ouais, c'est à négocier avec son propriétaire. Donc, c'est lui qui va lui donner l'autorisation ou pas. On va passer à la seconde partie, les avantages, les opportunités au Maroc. Quels sont les avantages fiscaux pour les entreprises? Ça, c'est une question qu'on doit souvent te Ouais. poser. Donc, on Parce va. que souvent, il y a l'idée qu'il y a plein d'avantages. Bon, il y en a certains, mais c'est pas si élevé que ça. Enfin, moi, je dis toujours, en fait, pour ceux qui cherchent à payer moins d'impôts ou bien à ne pas payer d'impôts, je pense qu'il y a mieux que le Maroc. Il faut aller à Dubaï. Ouais, il y a mieux que le Maroc, en tout cas. Par contre, en termes d'imposition par rapport à plusieurs pays européens, oui, le Maroc, ça va.
C'est pas trop. Par contre, et en fonction des secteurs, il y a des incitations que l'État propose pour encourager soit la création d'entreprises dans certains secteurs ou bien développer certains secteurs. Pour ce qui est des avantages enfin, proposés pour la création de sociétés, c'est que une société nouvellement créée, elle peut bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle pendant ses 5 premières années, à partir de la date de création. Euh, Elle peut bénéficier aussi d'une exonération de la cotisation minimale. En fait, la cotisation minimale, c'est enfin, un minimum d'impôt qu'un contribuable doit payer à l'État, peu importe en fait le niveau et le volume de son activité, peu importe si elle fait un bénéfice ou pas. Même si je suis en perte. Oui, même si tu réalises une perte, tu cotises en fait. C'est une sorte de participation à l'effort en fait à l'effort public en fait en ce qui concerne tout ce qui est investissement public et infrastructure et tout ça. Et ça, c'est combien d'années où je suis exonéré de ça? Pendant les 3 premières années. Mais je pense que c'est un impôt, si on ose dire, qui sera amené en fait à disparaître. Je pense d'ici peut-être 2026, 2027. Je pense que ça va disparaître parce que enfin, c'est un impôt qui n'a pas de sens. Donc, c'est-à-dire que mon projet subit une perte. Malgré ça, je suis amené en fait à payer un impôt. Donc, en termes d'équité et de justice fiscale, ça colle pas en fait, ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, même si je suis en perte les 3 premières années, je ne vais pas avoir d'impôt. Et après, Euh, c'est la cotisation minimale en cas de perte. C'est En fait, le minimum, c'est 3 000 dirhams, mais en fait, il est calculé sur la base du chiffre d'affaires. En fait, c'est un pourcentage en fait, du chiffre d'affaires, à condition que ça soit pas entre que moins de 3 000 dirhams. En fait, comment ça fonctionne? C'est que même si quand on a un impôt à payer, on le compare toujours avec la cotisation minimale. Et on paye le plus élevé. C'est-à-dire, supposons que, par exemple, je fais un chiffre d'affaires, j'ai enfin, un bénéfice sur lequel je dois payer, par exemple, 20 000 dirhams d'impôt, et la cotisation minimale est de 25 000 dirhams, je paye la cotisation minimale. En fait, je paye toujours le montant le plus élevé. Explique-nous un peu plus en détail, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que chaque société nouvellement créée, c'est-à-dire dans les 2 premières années de son existence, elle peut bénéficier d'une exonération des charges patronales. C'est-à-dire que si l'emploi, par exemple, 5 salariés, il aura payé que la part salariale. Le reste, il est pris en charge par l'État. Donc, en fait, ça s'appelle protocole Tahfiz. Tahfiz en arabe, ça veut dire encouragement. Il y a un autre avantage, c'est pour plus les stagiaires. Donc, une entreprise qui prend un stagiaire enfin, diplômé, elle peut bénéficier aussi du même avantage. Enfin, elle peut bénéficier d'une exonération des charges patronales et des charges salariales sur le stagiaire, sur le salaire du stagiaire pendant 24 mois. Et s'il décide de le prendre en CDI, il aura 2 mois supplémentaires en fait, où il va bénéficier d'une exonération de la part patronale. Merci, c'est très clair. Donc, quand on veut créer une société au Maroc, la procédure courante, c'est de créer sa société. Mais il y a aussi des personnes qui décident de racheter une société qui a arrêté ou qui est une coquille vide, tu vois. Dans ce cas-là, il faut leur prévenir qu'ils vont passer à côté de ces avantages si la société a 3 ans, 4 ans, tu vois, par exemple. Ouais, après, le rachat d'une société, il faut être justifié aussi. Parfois, on rachète une société pour bénéficier soit du fonds de commerce, soit sa réputation, par exemple, son expérience, son portefeuille du client. Mais avant de racheter une société, il faut faire attention, bien étudier le dossier, bien analyser la société, en fait, pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises par la suite. Se faire accompagner, je pense. Bien sûr, ouais. Je pense autant pour la création de la société, si on est à l'aise avec un peu de droit, avec un peu de procédure administrative et tout, on peut gérer. Mais par contre, pour l'achat de la société, je pense qu'il est crucial de se faire accompagner. Toi, tu as eu des cas où on rachète une société? Ouais, on rachète une société, ou bien j'ai des clients qui ont vendu des sociétés. Tu en as parlé un petit peu. Il y a des programmes ou des incitations du gouvernement. Je sais que tu connais pas mal ces choses-là pour les entrepreneurs. Il se passe des choses aussi pour encourager l'entrepreneuriat ici. Ouais, il y a beaucoup de dispositifs de l'État, mais c'est en fonction des secteurs, en fait.
C'est-à-dire, par exemple, actuellement, dans l'hôtellerie, il y a un programme Gaussiyaha qui offre beaucoup d'avantages. Il y a d'autres programmes qui présentent qui offrent soit des subventions, par exemple, soit sur le montant de l'investissement ou sur une partie du montant de l'investissement. Il y a des programmes qui offrent des crédits à des taux très avantageux. Donc là, je pense que c'est faut voir par rapport à chaque projet. Peut-être dans ce cas-là, on va voir le comptable, on lui parle de son activité et on regarde ensemble est-ce qu'il y a des mesures d'aide et Exactement, tout ouais. ça. Ouais. C'est ça la pratique. Ouais. Bon, on sait qu'il y en a beaucoup parce que Mm. la première masterclass qu'on a fait, tu nous avais détaillé vraiment pas mal Ouais, j'avais de... fait un exposé sur ça. Non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Surtout actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est dans tout ce qui est industrie, tourisme, énergie, environnement, énergie verte. Seconde question, est-ce que je peux avoir plusieurs activités différentes au sein de mon entreprise, de la même entreprise? Oui, c'est possible. C'est-à-dire, il faut les inscrire dans les statuts de la société, dans l'entreprise. Et par la suite, en fonction des activités, euh, on les inscrit aussi au niveau de la taxe professionnelle. Donc, pour dire, voilà, si elles sont inscrites au niveau de la taxe professionnelle, on peut les exercer. Tu peux nous donner un exemple avec un cas concret de différentes activités? J'ai des clients qui ont, par exemple, deux activités, par exemple, dans la même société qui sont très éloignées. Il y a l'hébergement, euh, il y a les travaux. En fait, c'est en fonction des activités que l'on veut faire et ce qu'on a déclaré au niveau de la taxe professionnelle. Par exemple, moi, je pourrais faire de la formation et de l'événementiel. Ouais, après, ils ne sont pas vraiment C'est très quand même éloignés. lié, ouais. Ouais, ils ne sont pas très éloignés. D'ailleurs, ça existe beaucoup, en fait, le conseil événementiel. Donc, c'est deux activités assez souvent qui vont ensemble. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Après, c'est en termes, en fonction du nombre d'activités qu'on a inscrit au niveau de la taxe professionnelle, on peut en avoir, en fait, on peut avoir deux taxes professionnelles au lieu d'une par entreprise. Donc, c'est ce genre de choses aussi qu'il faut voir. Après, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir plusieurs activités dans les statuts d'une entreprise, c'est de les exercer. Parce que ça n'a aucun sens c'est-à-dire faire une page ou deux pages dans l'objet social de la société et d'en exercer qu'une seule. Tu mets juste ce que tu exerces vraiment et ce qui est... Et ce qui est connexe, ce qui est pas très loin, ce qui est proche de l'activité principale. On sait qu'on est susceptible de faire ça, mais par exemple, mettre deux activités qui sont très éloignées, alors que on sait il y a pas une forte chance en fait d'exercer cette nouvelle activité, je pense. On va passer à la gestion comptable, fiscale, administrative d'une société. C'est quoi les taxes et les impôts pour une société marocaine? Il y a déjà en premier lieu l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un impôt en fait qui frappe les bénéfices de la société. Il y a la TVA, sauf que la TVA, c'est un impôt neutre en fait pour la société. Parce que l'entreprise est considérée comme un intermédiaire entre le client final, le consommateur final ou le client final et l'État. Donc, ce n'est pas vraiment l'entreprise qui paie la TVA, mais c'est l'utilisateur final. Donc, entre les opérations de vente que l'entreprise fait et les opérations d'achat, pour calculer en fait l'impôt à verser à l'État. C'est en fonction de ce qu'on a payé et ce qu'on a collecté. Donc, l'entreprise, dans ce cas, c'est une sorte d'intermédiaire. Il y a la taxe professionnelle, c'est une taxe locale, dont l'entreprise elle est exonérée pendant les 5 premières années, actuellement, en tout cas jusqu'à maintenant. Et les autres taxes locales. Donc, globalement, c'est un peu les taxes pour lesquelles une entreprise ou un entrepreneur doit s'attendre. Si j'ai des clients à l'étranger, est-ce qu'il y a d'autres implications fiscales, d'autres taxes? Non, il n'y a pas de taxes supplémentaires par rapport au fait que les clients de l'entreprise sont basés à l'étranger. Non, il n'y a pas de. Si les clients de l'entreprise sont basés à l'étranger, ça veut dire que l'entreprise fait de l'exportation, que ce soit de l'exportation de services ou de produits. Donc là, il y a des avantages dans lesquels il peut bénéficier. Par exemple, les ventes elles vont se faire en hors taxe. On n'applique pas la TVA, par exemple. Mais il faut respecter la procédure d'exportation. Une société marocaine qui a des revenus locatifs, il va être taxé là-dessus. C'est quoi la... Ben, si on parle d'une société, donc les revenus locatifs, c'est le chiffre d'affaires
c'est-à-dire ce sont le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on va lui appliquer le même raisonnement que pour n'importe quelle autre activité. Parce que si les revenus locatifs sont le chiffre d'affaires de l'entreprise sur lesquels on va déduire les charges et on va calculer l'impôt à payer à la fin. Comment déclarer ses revenus pour éviter d'avoir des problèmes avec le fisc marocain? En suivant la procédure normale, c'est-à-dire pour une société, donc automatiquement, puisqu'on lui a pris une taxe professionnelle, enfin, un numéro de la taxe professionnelle enregistré au niveau de la taxe professionnelle, au niveau et l'identifiant fiscal. Donc, on procède à la déclaration via le portail simple de la direction, enfin, des impôts. Donc, normalement, c'est comme ça en fait, on fait la déclaration. Bien sûr, après avoir fait la comptabilité, élaboré le bilan et les états de synthèse. Pour une personne physique, on peut demander en fait des impôts d'avoir son immatriculation aussi pour pouvoir faire les déclarations. On peut avoir un identifiant Ouais, fiscal. un identifiant fiscal. Ouais. Dans le cas, par exemple, où je perçois un salaire de l'étranger, c'est ça? Oui, enfin, soit dans le cas où tu perçois un salaire par exemple de l'étranger, soit des revenus même ici. C'est-à-dire à titre personnel. C'est-à-dire soit on a par exemple des revenus locatifs. Enfin, je suis propriétaire par exemple d'un appartement que je loue, ben, je dois le déclarer à la fin de l'année. Je dois déclarer les revenus locatifs en fait en rapport avec cette activité de location à la fin de l'année. Donc pour pouvoir faire ça, il faut s'immatriculer au niveau des impôts. Qu'est-ce que je fais si j'ai un contrôle fiscal au Maroc? Enfin, Est-ce que c'est la même pression qu'en France oui, ou... oui, ça toujours le contrôle fiscal, c'est la même pression parce qu'on ne sait jamais. Je pense que la démarche à faire, c'est de s'orienter vers un professionnel pour vous accompagner. On ne peut pas gérer un contrôle fiscal tout seul. Mais de base, c'est ton comptable qui va s'en occuper Ouais, si tu as tout fait avec le comptable ouais. ou l'expert comptable. Comptable, expert comptable, en fait, même peut-être aussi un expert fiscaliste. Mais généralement, c'est le travail d'un comptable et d'un expert comptable. On a encore une question de Valérie, mais ça concernera peut-être pas le Maroc. Elle me demandait, est-ce qu'il y a une taxation en Belgique sur des revenus perçus au Maroc? En fait, ça, il faut revenir sur les conventions bilatérales entre le Maroc et la Belgique. Il y en a, donc normalement, il y a le principe de la non-double imposition. Ça veut dire que des revenus qui sont imposés au Maroc et ont subi un impôt au Maroc, normalement, ils ne doivent pas en subir une deuxième fois en Belgique. Sauf dans les cas où il y a crédit d'impôt. Généralement, il faut voir, c'est la convention entre le Maroc et la Belgique en fait, qui va déterminer ça, enfin, qui va nous dire en fait ce qu'il faut faire exactement. Mais généralement, c'est ça le principe. C'est par exemple l'impôt à payer en Belgique est plus élevé à l'impôt payé au Maroc. Donc, dans ces déclarations en Belgique, il va déduire l'impôt payé au Maroc. Après, on a Stéphane qui est très actif sur la formation et qui nous a posé plusieurs questions. Donc, je vais commencer par la première. Il demandait comment structurer son projet s'il veut à la fois conserver une société en France dans l'activité du e-commerce et créer une holding au Maroc. Encore une fois, ça dépend de ses objectifs à lui. Est-ce que, par exemple, l'activité en France, c'est-à-dire il va filialiser l'entreprise qu'elle a en France avec la holding marocaine, ou bien il va gérer deux entreprises qui sont indépendantes. Donc, si il gère deux entreprises indépendantes, donc il y aura pas vraiment d'implication fiscale, à part ce qu'elle va déclarer à titre personnel en France, dans sa déclaration de revenus global. Donc, elle doit intégrer ses revenus marocains. Autrement, si sa société française est filialisée à la holding marocaine, donc la filiale française va remonter les dividendes à la holding marocaine. Donc, c'est cette relation que l'aura gérée. Et s'il reste résident fiscal français, et il demandait est-ce que c'est complexe de gérer sa société marocaine, est-ce qu'il y a des conséquences sur la fiscalité globale? Globalement, comme étant résident fiscalement en France, globalement, en fait, tous ces revenus, que ce soit au Maroc, enfin, au Sénégal ou dans un autre pays en France, à la fin de l'année, il va faire une déclaration globale de ses revenus. Donc, oui, normalement, c'est la logique, elle est comme ça. Donc, c'est à partir de là que lui va, en fait, va faire ses calculs. Et en fonction aussi des conventions bilatérales entre les pays. Mais sur le côté technique, c'est pas très compliqué. Être résident fiscalement en France et gérer une activité au Maroc, c'est pas. Beaucoup de gens le font.
Et l'avantage du Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de conventions avec tous les pays Ouais, classiques, quoi. ouais. Le Maroc a des conventions pratiquement avec la plupart des pays en fait sur la planète. Et c'est très important. Il demandait aussi comment la comptabilité de la société marocaine, ça s'articule avec celle de la société française. C'est la même chose. Est-ce que entre les deux, il y a un lien juridique? C'est-à-dire, est-ce que la société française est une filiale de la société marocaine ou la société marocaine est une filiale de la société française? Dans ce cas, ce qu'il y aura entre les deux, c'est la remontée des dividendes. Peut-être des prestations de conseil, par exemple, qu'une holding peut, par exemple, facturer à sa filiale. Et si les deux sociétés elles sont indépendantes, il n'y aura pas d'implication en fait. Il y aura pas d'impact de la société marocaine sur la société française et vice-versa. Parce que chacune existe à elle-même. C'est peut-être une suite, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un comptable au Maroc et en France? Et comment faire coordonner les deux? C'est en fonction de la complexité des activités qu'on a. Donc, si on a enfin, des activités, en fait, si on a du business en France et du business au Maroc, logiquement, donc un comptable qui va gérer le business en France et un comptable qui va gérer le business au Maroc. Et la relation entre les deux dépendra de la relation entre le business en France et le business au Maroc. Donc, toujours Stéphane, hein. Ouais. Les coûts, les avantages ou inconvénients liés à la détention d'un bien immobilier en société, dans le cas de location de courte durée, Airbnb par exemple. Il veut faire du Airbnb avec une société. Avec une société. Donc, Qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ça? pour la société, c'est-à-dire l'activité de la société, ça va être de l'allocation en courte durée. Donc, c'est un peu, ça s'apparente à l'hébergement. Enfin, elle paiera ses impôts en fonction du chiffre d'affaires qu'elle va faire. S'il va faire ses déclarations de TVA, s'il va s'octroyer un salaire, c'est-à-dire par exemple, il veut s'octroyer un salaire au Maroc, donc il va le déduire, faire ses déclarations. Donc, il n'y a pas de différence par rapport à une autre activité. Après, est-ce que la société, par exemple, loue le bien qu'elle va mettre en location, ou bien elle est propriétaire? C'est la seule différence juridique. Là, on va en rentrer dans une nouvelle partie sur les défis, les erreurs fréquentes des entrepreneurs. Il y en a. Mais justement, c'est quoi les principaux défis que rencontre un entrepreneur dans sa vie? Euh, les principaux défis qu'un entrepreneur en général rencontre dans sa vie, c'est déjà structurer son business, trouver son marché, s'adapter au marché. Et c'est en nivellement, c'est-à-dire on s'est nouvellement lancé dans l'entrepreneuriat, parfois on met un peu de temps avant d'adopter en fait l'attitude d'un entrepreneur. Donc dans les premiers temps d'un nouveau entrepreneur, généralement elle raisonne en tant que salarié. Alors que le mode de raisonnement et le mode de fonctionnement, c'est différent entre un salarié et un entrepreneur. C'est un autre câblage. Ouais. Donc, en fait, il faut travailler pour acquérir l'attitude d'un entrepreneur et la culture entrepreneuriale. Donc, une fois on a ça, je pense qu'on part sur de bonnes bases. Donc là, on va refaire une masterclass le 25 et le 26 janvier à Marrakech. Et justement, tous les deux, on va faire une conférence sur les erreurs Sur ce les plus sujet-là. courantes, Hmm. parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. On peut peut-être les teaser un petit peu sur les erreurs les plus fréquentes qu'on a vues. Et peut-être la première que je peux te lancer dessus, et qu'on a remarqué chez certains Hmm. clients, c'est le fait de peut-être de garder encore une activité en France ou en Europe, de pas être à 100%, je dirais ne pas être à 1000% sur son nouveau projet. Ça, c'est une erreur fréquente. Ça, c'est une erreur dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est compréhensible. On a besoin toujours, en fait, d'avoir un peu de sécurité. Si on a une activité en France, par exemple, ou bien en Belgique, enfin, dans un autre pays qui fonctionne très bien, donc, je vois pas pourquoi la sacrifier, mais il faut juste en fait trouver un équilibre entre la gestion de cette société et la création du nouveau projet au Maroc. Parce que le lancement d'un nouveau projet, ça demande beaucoup de temps. Donc, peut-être chercher en fait à s'appuyer sur une équipe en France, par exemple, si on a déjà une équipe qui est rodée, qui travaille, qui sait ce qu'elle fait en fait et est capable de gérer le projet, peut-être. Dans certains cas, c'est qu'on a une activité en France qui a besoin d'être lancée, ou bien relancée, qui a besoin de notre présence pratiquement à 100%, et on cherche à en relancer une autre, enfin, à en créer une autre au Maroc. Donc là, c'est vraiment très, très compliqué. Et il y a des cas, en fait, comme ça.
Donc là, c'est l'effort qu'on a, que ce soit l'effort physique, intellectuel et financier. On est obligé de le partager entre les deux projets, qui sont chacun dans un pays différent, avec deux modes de fonctionnement différents, des cultures qui sont différentes. Généralement, c'est la recette, en fait, si on veut échouer dans les deux cas, dans les deux projets. Par contre, quand on a un projet qui fonctionne très bien, au contraire, ça peut être un appui pour relancer un autre. Parce que ça nous donne une sécurité, ça nous donne de l'argent en fait pour pouvoir fonctionner. Donc je pense, si on fonctionne enfin, de la situation de projet qu'on a déjà, que ce soit en France ou dans un autre pays. Et dans le premier cas, le risque, c'est que je vais échouer mon projet marocain et peut-être que je vais faire couler mon projet qui marchait bien en France parce que je serais parti de l'autre côté. Ouais, il y a ce risque. C'est pour ça qu'il faut toujours en fait s'appuyer sur une équipe qui est autonome. C'est-à-dire que mon projet en France doit être autonome, en fait, doit fonctionner normalement et correctement sans moi. Il doit tourner sans toi. Peut-être tu vas lui donner quelques heures par semaine, mais pas plus, quoi. Ouais, ça a l'air un travail de direction, c'est-à-dire je gère, je suis, mais tout ce qui est opérationnel et tout ce qui est, enfin, que ce soit opérationnel, tout ce qui est recherche de clients, prospects, exécution et tout, je m'appuie sur une équipe qui est autonome, qui est capable de faire ça. Donc mon travail, ça va être du suivi. Et ça me laisse le temps pour enfin, lancer mon nouveau projet au Maroc. Que peut-être dans un an ou 2 ou 3 ans, il va atteindre aussi cette maturité et me laissera le temps de relancer un autre, peut-être que ce soit au Maroc, en France ou dans un autre pays. On peut leur donner une deuxième erreur, peut-être celle que toi tu vois le plus souvent, et comment l'éviter. Surtout pour soit les émirats et les étrangers en fait, qui viennent lancer leur projet au Maroc. C'est parfois, on vient avec une idée de facilité, que c'est très facile de réussir au Maroc, c'est très facile de faire du business au Maroc, sans se préparer, sans prendre le temps nécessaire pour mieux comprendre l'environnement, soit économique et social au Maroc, comprendre la société marocaine, et aussi comprendre les codes et la logique de l'entrepreneuriat et du business au Maroc. Donc, pour moi, je pense que c'est l'erreur la plus fréquente. La deuxième erreur, c'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup, que ce soit d'ailleurs même des Marocains ou des Émirats ou des étrangers, c'est la gestion de la trésorerie de fonds de roulement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ça. Par C'est exemple, vraiment. on fait ça à l'arrache, on s'inquiète pas des entrées-sorties ou... Ouais, en fait, quand on se lance, peut-être on vient avec un capital, on se dit qu'on a on a un peu d'argent et peut-être on pense, enfin, on croit que dans un mois ou 2 mois, donc le projet va être rentable déjà, alors que le projet a besoin peut-être de 6 mois, peut-être d'une année, peut-être plus. Ça dépend de l'investissement de base pour être rentable. Et on gère pas bien cet argent qu'on a, qui va permettre au projet de survivre. Au bout d'un moment, peut-être au moment où le projet commence à s'approcher en fait de son seuil de rentabilité, à commencer à être rentable, on n'a plus de moyens pour l'alimenter. Et ça, c'est une erreur qui est très très fréquente. Donc je pense, dans la réussite des projets, la gestion de la trésorerie et du fonds de roulement est très capitale. Pour plus d'erreurs, venez à la masterclass Ouais, on peut fin détailler janvier. ces points. Sinon. Ouais. Et il y en a beaucoup, hein. Beaucoup Non, non, il y déjà. en a beaucoup en fait. En fait, c'est de là qui me venait à l'esprit là en fait. On va faire une liste, hein. Justement, quel conseil tu donnerais à un MRE, à un étranger qui veut créer sa société au Maroc? C'est quoi le premier truc que tu lui dirais? La première chose, c'est d'avoir un projet, c'est-à-dire avoir un projet bien construit, bien réfléchi, parce que c'est une entreprise, enfin une société sans projet, excusez-moi, mais c'est du grand n'importe quoi. Je dis ça parce que j'en vois des gens qui créent une société avant d'avoir le projet. Donc pour moi, c'est vraiment la base. C'est de prendre le temps de comprendre sur quoi on est parti, dans quoi on va se lancer, et comprendre le fonctionnement de la société, le fonctionnement de l'environnement économique et social. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Ce n'est pas parce qu'on est d'origine marocaine et on vient même parfois avec une idée qui est très bonne à la base, mais on échoue au niveau de son adaptation au contexte marocain. On vient avec une idée qui a fait ses preuves en Europe, en France, en Belgique, en Espagne et dans d'autres pays européens. Et on pense l'implémenter telle qu'elle est au Maroc, sans penser en fait à l'adapter. Ouais, sans l'adapter au contexte marocain. Parfois, cette adaptation nécessite juste en fait la façon de faire. Le principe de l'idée est le même,
mais c'est juste en fait dans la façon de faire, dans l'exécution, dans l'interaction avec les gens ici, avec les partenaires, avec les collaborateurs. Donc je pense que tout ça, il faut l'étudier, bien étudier, si on veut en fait se donner le maximum de chances pour réussir son projet. Qu'est-ce que tu penses justement des événements qu'on organise, type masterclass, où je viens ici au Maroc pour écouter des experts, pour rencontrer d'autres personnes? C'est un plus, j'imagine. Moi, je pense que c'est la chose à faire. Parce que c'est la première vitrine, en fait, c'est-à-dire pour commencer à comprendre. Parce que là, on rencontre des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà des projets, enfin, que ce soit des projets au Maroc ici, des experts, qui nous donnent, en fait, ce retour d'information et d'expérience, qui vont nous permettre justement de mieux comprendre sur quoi on va partir et mieux structurer notre projet en fonction du contexte dans lequel on va le lancer. Je pense pour moi, la première étape, c'est-à-dire vraiment ces masterclass, ces événements, c'est vraiment une très bonne chose. C'est la première étape en fait à faire. Parce qu'à partir de là, on va commencer son immersion dans la société marocaine, comprendre l'environnement économique et social, peut-être l'environnement aussi juridique, avoir des idées sur l'environnement fiscal, avoir les idées aussi sur le tissu économique du pays. Et toi, tu as participé à la première masterclass qu'on a fait en janvier 2024. Tu seras là en janvier 2025. Comment tu as vécu cet événement et le futur, comment tu le vois? Pour moi, c'était une très bonne expérience. D'ailleurs, je t'en remercie. Ça m'a permis aussi de me lancer un peu des défis à titre personnel, parce que je ne suis pas un très bon parleur. Je suis pas, c'est-à-dire en termes de communication et de prise de parole en public, je ne suis pas très. C'est un exercice, non? Hmm. C'est un exercice de parler en public. Ouais, c'est un exercice. Et pour moi, c'était vraiment un exercice qui était très constructif sur pas mal de niveaux, parce que parfois, on pense avoir compris certaines choses ou bien les connaître et tout, mais une fois confronté aux questions des participants, on se pose en fait à aller très loin, même dans sa réflexion à soi-même. Et là, pour moi, ces événements, ça sert à ça aussi. Et si tu te places d'un point de vue d'un étranger qui connaît rien du Maroc et qui arrive à cette masterclass, c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, en tout cas, si je parle de la masterclass l'année dernière, et je vais un peu parler en fait des témoignages des gens que j'ai côtoyés en fait avec qui j'ai discuté. Donc ça leur a permis en fait de comprendre beaucoup de choses et déjà de s'ouvrir sur le contexte marocain, sur le contexte de l'entrepreneuriat, du business au Maroc. En tant qu'étranger qui ne connaît rien au Maroc, je pense ça ne peut qu'être d'une grande aide. Moi, ce que j'avais pas anticipé, c'est que ils vont venir pour écouter des conférences. Et j'avais minimisé le fait de réseauter et d'échanger entre eux. Et en voyant ça sur la première édition, à quel point tout le monde a partagé, tout le monde a échangé, Exactement, en fait. je me suis rendu compte, Mm. en fait, c'est ça la force. Ouais. Plus que les experts encore, c'est que tu vas réseauter, tu vas peut-être lier des amitiés. Je pense que c'est un point très important parce que d'ailleurs, tu viens de le dire à juste titre, c'est que l'année dernière, enfin, enfin, les échanges avec les participants qui sont venus mais qui n'avaient aucun contact en fait, ils ne connaissaient personne. Personne se connaissait. Ouais. Et à la fin de la masterclass, il y a ceux qui sont partis en fait même dans une expérience d'entreprendre ensemble. C'est un peu magique, quoi. Et le premier soir, il y en a qui sont restés devant jusqu'à 2-3 heures du Ouais. matin à parler. Et ils sont devenus amis ou Et partenaires. ouais, ça leur a permis c'est-à-dire d'échanger, de se connaître et peut-être s'entraider et tout. Donc et ça, c'est rassurant. Parce que c'est le premier réseau, en fait, c'est là, le premier noyau de réseau que certaines personnes ont commencé à bâtir au Maroc. La première masterclass, on avait fait 8 intervenants, 4 chaque jour. Cette année 2025, il n'y en aura que 3 chaque jour. Parce que justement, j'ai voulu donner plus de temps entre les intervenants pour que les participants puissent échanger entre eux. Pour toi, c'est une bonne chose aussi d'avoir ce temps supplémentaire. Oui, c'est une très bonne chose. Parce que justement, même l'année dernière, enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, On les forçait un peu à revenir. ouais, parce qu'au moment où ça commence à prendre, en fait, les discussions, en fait, enfin, en petit groupe et tout, commencent vraiment à se chauffer. Bah, on les coupe, on les fait revenir. Allez, c'est retour à l'école. Ouais. Donc là, je pense que si on leur laisse plus de temps, ça va être beaucoup plus intéressant. Là, ils vont avoir des pauses de 1 heure et un repas aussi qu'on partage le soir. On avait très bien mangé. Et je remercie aussi le Targa Cowork Club, tu vois, et Ouais, Mostafa, il Bonsaï, était le très. restaurant, Ouais. ils sont au top. Ouais. Son accueil était très agréable. Vraiment, il a créé toutes les conditions et l'ambiance nécessaires pour la réussite de l'événement. Je pense cette petite partie masterclass, je vais en faire une petite vidéo sur YouTube là.
pour, Ouais, ils le font. pourquoi c'est important de travailler avec un comptable dès le début, et je dirais même avant de valider son idée. C'est important dans le sens où le comptable va entendre en fait le regard d'un professionnel, va nous permettre de maturer même l'idée du projet pour partir sur de bonnes bases. C'est-à-dire de l'idée, on va passer à la création de la société. Donc, quand on parle de la création de la société, c'est toutes les questions juridiques en fait liées à la création de la société et au développement de la société qui vont être posées en fait dès le départ. Et c'est, on se pose les bonnes questions et on a les bonnes réponses, on a plus de chances d'aller sur de bons pieds pour la suite de l'aventure entrepreneuriale de l'entreprise. L'environnement juridique fiscal est très complexe et il va être encore beaucoup plus complexe dans les années à venir. Donc c'est vraiment très difficile pour un entrepreneur en fait, de gérer tout ça tout seul. L'entrepreneur doit se consacrer sur son activité, son travail, faire rentrer de l'argent, développer la société. Et toutes les questions techniques, fiscales, juridiques et techniques, en fait, c'est très intéressant, très important de s'appuyer sur les professionnels. Parce que le métier d'un entrepreneur, c'est pas de gérer la comptabilité, c'est pas de gérer la fiscalité. C'est développer le projet. C'est-à-dire avoir des idées, développer le projet, vendre, trouver des marchés. Donc, c'est ça le métier d'un entrepreneur. Merci Abdou. Donc bah là, je m'adresse aux membres de la formation qui auraient besoin d'un comptable ou de tes services. Ils peuvent me contacter, je les renvoie vers toi, Ça, avec plaisir, comme ouais. on fait déjà. Ouais. Et dans quel état d'esprit on peut te contacter? Comment ça se passe en général? On fait un appel, on vient te voir. Moi, je privilégie toujours c'est-à-dire de face à face. Ouais, le physique, je privilégie toujours le face à face. Parce que ça donne plus de temps, en fait, pour creuser l'idée, échanger. Parfois, sortir un petit peu c'est-à-dire du sujet. Enfin, il y a le côté social, le côté humain. Mais pour les personnes qui sont pas présentes sur le Maroc ou qui n'ont pas le temps, en fait, d'avoir un rendez-vous physique, il y a toujours soit le téléphone, soit par email, soit par WhatsApp, généralement. Mais en tout cas, pour un premier contact. Et toi, t'es comptable, tu es conseiller en affaires, tu es entrepreneur, tu as lancé l'IPA. Ouais, C'est quoi ton bilan un peu de cette année 2024? Ça a été intense pour toi, hein, tout ce qui ouais, s'est passé. c'est une année très intense, mais qui reste très positive. C'est-à-dire sur pas mal de choses, soit en termes d'expérience, en termes de... C'est même pour le business, c'est une année très, très intéressante et très positive. Tu peux que tu me connaisses. Je me présente pas assez souvent en tant que comptable. Moi, je suis comptable, mais entrepreneur. Et cette expérience de l'entrepreneur, en fait, que j'essaie de communiquer aux autres, en fait, soit à mes clients, soit à des partenaires. C'est ça ta force aussi, hein. Ouais, parce que, c'est-à-dire, je vis l'expérience de l'intérieur. Donc, parfois, j'apprends de mes propres erreurs pour accompagner mes clients. Et c'est quoi les choses que tu as appris cette année les plus impactantes? Pour cette année, c'est le temps. Mais je pense que tout le monde, en fait, a eu une idée sur ça. La gestion du temps, hein. Ouais. Mais parfois, on sait, mais c'est comme si, enfin, on sait que le temps, il est très important, gérer le temps, il est très important, mais entre savoir et prendre conscience vraiment de cette importance, il y a toujours un écart. Donc cette année 2024, comme j'ai beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, donc c'est vraiment, j'ai pris conscience de l'importance de temps. Pourquoi? Parce que peut-être dans les années passées, peut-être je prenais sur moi-même, c'est-à-dire je faisais des journées de 20 heures, de 18 heures, 20 heures, sans problème. Mais je crois avec l'âge, peut-être, on commence à ressentir ça aussi. Du coup, je me suis forcé à mieux gérer mon temps pour faire beaucoup de choses au moins de temps. Donc, je pense que pour 2024, c'est un peu l'exploit, en fait. Si je peux dire ça. Et qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour mieux gérer ton temps? J'ai mis des trucs simples, vraiment des trucs très, très, très simples. Euh, 3 à 4 objectifs de la journée, un timing. Donc, avant, par exemple, je prévois par exemple 30 minutes pour un rendez-vous, mais ça peut aller jusqu'à à 1 heure et demie. Donc là, je donne des intervalles en fonction de l'objet du rendez-vous et les autres tâches. J'ai appris aussi en fait à déléguer certaines tâches que je faisais avant par moi-même. Donc là, pour tout ce qui est par exemple travail de la comptabilité et tout. Donc il y a l'équipe qui s'occupe de ça. Après, le contrôle, l'évaluation et le contrôle et tout ça, c'est là en fait où j'interviens. Enfin, j'interviens quand ils ont eux-mêmes, par exemple, des questions. Cette année, j'ai appris en fait, enfin, je leur ai appris à être autonome.
Alors C'est parce que qu'avant, tu as lancé un nouveau projet aussi et que ça devait être... je lance un nouveau projet et je suis impliqué dans d'autres projets. Parce qu'en plus de ça, je travaille aussi dans tout ce qui est des projets de développement économique et social. Donc, j'accompagne soit des programmes, que ce soit des programmes étatiques ou des associations, des ONG, en fait, euh, à lancer et à réaliser des programmes de développement économique et social. Soit la création des activités en fait, génératrices de revenus pour les agriculteurs, par exemple, pour les jeunes, pour les femmes. Il y a la création des unités de valorisation des produits agricoles, tout ça, en fait. Ouais, quasiment chaque semaine, tu as un rendez-vous pour Ouais. ça. Ça, c'est une activité que je fais parce que avant cela, j'étais plus actif dans le domaine associatif. Donc là, ça me permet en fait de retrouver le côté associatif. En même temps, financièrement, c'est intéressant. Et est-ce que bien gérer son temps, c'est aussi apprendre à dire non, à refuser certaines choses, Ouais, à mettre des limites? ouais, ouais. J'ai appris. Enfin, j'ai appris. En fait, je pense ça, c'est. Tu y es pour quelque chose. Parce que à ce niveau, je pense, toi, tu arrives vraiment à bien gérer ton temps, à bien gérer tes relations. Moi, je dis souvent non. Ouais, Je peux pas. ouais. Donc, je pense que c'est en te côtoyant que j'ai appris ça, en fait. Parce que l'un de mes problèmes avant, c'était je pouvais pas dire non. Je sais pas, en fait, je savais pas dire non. Mais ça, je l'ai appris chez toi. Je l'ai appris de toi. À pouvoir dire non, ça me dépasse, par exemple. Parfois, juste parce que j'ai pas envie. Parfois, là, en ce moment, j'ai plus important, plus prioritaire. Donc, si tu peux attendre, ok, sinon, c'est non. Et ça permet d'enlever beaucoup de parasites, en fait, qu'avant, ils m'ont bouffé beaucoup de temps. Et le fait de dire non, il y a une manière et une forme de le faire qui va passer très bien à l'autre personne, tu Bien vois. sûr, ouais. Tu lui expliques juste que Ouais, c'est-à-dire quand on dit non, c'est toujours en fait pour un peu la c'est pas raccourcir. contre lui, quoi. Ouais, c'est pour raccourcir. Mais on explique à la personne que voilà, j'aimerais bien par exemple, mais en ce moment, je peux pas. Alors qu'avant, c'était inconcevable. C'est parce que tu as l'impression en fait que si tu dis à la personne que tu peux pas, elle va le mal prendre. Est-ce que c'est lié à la mentalité marocaine aussi, d'avoir des difficultés de dire non et... Ouais, ouais, c'est culturel en fait. En tout cas, pour moi, c'est culturel. Parce que, enfin, on est élevé, enfin, on a grandi dans cette culture, cette idée de toujours en fait aider. Et si on vient vers toi, c'est-à-dire il faut que tu fasses le maximum en fait pour aider. Sauf que le temps change. Je dis pas que je suis contre ça, non. Enfin, pour moi, c'est un trait culturel qu'il faut entretenir. Mais il faut savoir le gérer aussi. Peut-être, est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider dans ce problème-là? Est-ce que ce sera pas toujours le cas? Oui, non, je t'ai dit que j'ai beaucoup appris de toi en fait sur ce niveau. Peut-être Ouais. la personne qui va venir te demander de l'aide, elle te demande à toi par défaut, mais c'est peut-être pas toi la meilleure personne qui Oui, va pouvoir la ouais. conseiller là-dessus. Ouais. Donc là, tu vas Ça, lui dire, ça m'arrive de le dire. Ça m'arrive de dire que, par exemple, sur ce point, par exemple, c'est mieux d'aller voir consulter un notaire. Par exemple, quand il s'agit d'un truc, par exemple, professionnel. Quand il s'agit d'un truc personnel, ça m'arrive de dire, voilà, je peux pas, en fait, ça dépasse mes compétences, par exemple, au moins savoir. Donc, il y a meilleure personne, en fait, qui peut t'aider mieux que moi. et dernière question, ta vision sur 2025, et j'ai même envie de te projeter dans les 5 prochaines Les années. 5 prochaines années. Comment tu vois les choses évoluer pour toi hein, d'un point de vue travail, personnel, tout? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi, j'aime beaucoup le travail, en fait. C'est un peu paradoxal. Donc, c'est juste la réussite, en fait, et la tranquillité de l'esprit. En fait, personnellement, mon objectif, c'est d'arriver à gérer tout ça en ayant l'esprit tranquille. C'est-à-dire, être occupé par le travail, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est tout, en fait, le parasite qui va enfin, qui est auto, en fait, qui dérange. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire le tri de temps en temps et essayer de garder, en fait, que ce soit en termes des relations et tout, enfin, tout ce qui est constructif. Toute chose qui n'est pas constructive, je pense que c'est une source de, comme on dit en marocain, c'est une source de tbarzit. De frustration? C'est du casse-tête pour rien. C'est-à-dire, c'est vraiment du casse-tête pour rien à la fin. C'est-à-dire, le temps en fait, que tu vas perdre sur un truc qui n'a pas de valeur, enfin, qui n'est pas constructif, qui ne va rien t'apporter, et même qui ne va rien apporter même à la personne en fait, concernée, c'est mieux de le prendre en fait en repos. Méditer avec soi-même, et c'est tout. Respirer. Ouais. Moi, c'est un peu la philosophie de ce moment en fait.
Bah, je te souhaite le succès dans toutes ces nouvelles aventures et la continuité de ce que tu as déjà mis en place. Bah, c'est pareil, c'est réciproque. Je te souhaite beaucoup de réussite, très bonne continuité, beaucoup de réussite pour ta chaîne. Quatrième Vraiment, année, là, on commence. ouais, vraiment, c'est un très bon projet. Euh, je l'ai vu naître De et zéro. grandir petit à petit. Donc, et ça grandit vraiment sur de bonnes bases, ça se construit vraiment petit à petit et sûrement. Et je souhaite beaucoup de réussite. Je sens que 2024, je vais encore passer un cap, tu vois, à un niveau professionnalisme de l'activité, de la chaîne, de ce que je propose, quoi. De ce que je vois déjà en 2024, tu as passé déjà un cap en 2024. Donc, tu as pris enfin, les choses beaucoup plus au sérieux et il y a l'impact de ton expérience. J'ai testé des choses Ouais, aussi. ouais. Parce que tu avais testé beaucoup de choses. Là, on voit l'impact de ton expérience en fait. Donc, c'est très bien. Et je t'encourage à continuer et encore à développer, comme tu sais le faire, tu sais le faire en fait, à développer, lancer d'autres idées, développer d'autres idées et tester. Parce que l'un des outils très principaux, c'est ça en fait. C'est que tu n'hésites pas en fait à changer ou à tester de nouvelles choses. Mais pour moi, ça peut être un danger aussi, tu vois, parce que j'adore partir de zéro, Mm. de monter à un. Mais là, par exemple, je me suis dit pour 2025, je veux pas lancer de nouveaux projets. Je veux continuer à construire ce que j'ai mis en place. Et même si j'ai des envies de faire d'autres Ouais, nouveaux, non, plus tard. c'est un défi. C'est un défi que tu dois te lancer. Parce que je sais que tu aimes aller sur de nouvelles choses en fait. Personnellement, c'est-à-dire, je ne sais pas si je suis mieux placé à donner un conseil ou pas, mais si je le donne, c'est vraiment aller jusqu'au bout de ce projet. Aller le plus loin possible. Parce que c'est utile, c'est important, c'est ciblé, parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de concepts autour de la thématique, en fait, investir au Maroc et tout. Mais là, c'est vraiment très ciblé et très utile. Il y a de la bonne information, il y a des bons intervenants. Pour n'importe quelle personne qui souhaite, en fait, qui se projette dans un projet au Maroc, je pense, vivre entreprendre au Maroc peut vraiment l'aider. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Bah, je t'en prie, merci à toi. Donc, on va te retrouver à la masterclass. Inch'Allah. On a parlé peut-être qu'on va en faire une en fin d'année aussi. Et peut-être tu reviendras sur la chaîne. Maintenant, tu es très à l'aise en interview. Ouais. Ça dépend. Donc, mais en tout cas, ça sera avec plaisir. Merci à toi. Bah, merci à toi, Stéphane.